Bonsoir dans ce débrief du vendredi 13 mars. Espérons que ça porte bonheur. Le coronavirus, alias SARS-CoV-2, connu aussi sous le nom de la maladie qu'il provoque, le Covid-19. Une toute petite chose microscopique, sans queue ni tête, qui fait peur et chez certains sème la panique. Parfois, il tue, mais pas seulement. Il met aussi l'économie du monde à l'épreuve. L'Union européenne, pour ne citer que cet exemple, a mobilisé 25 milliards d'euros pour faire face à ces effets et méfaits économiques. On essaiera d'y voir un peu plus clair avec nos intervenants tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons parler des femmes en tout bien, tout honneur. De Touria Chaoui à Hana Zerwali, de Oumeima Sayah et Bouchra Bernoussi à Nawal Aïthamou, qui est avec nous, toute pilote d'avion, de la commissaire Zahra Armaj au sergent Malika Al-Hamar, parachutiste, autant de femmes qui, plus que tout autre, n'ont pas attendu les MLF, Mouvement pour la libération des femmes, ni la proclamation du 8 mars, Journée mondiale de la femme, pour prendre en main les commandes de leur destin. Y a-t-il meilleur exemple pour les femmes ? On en parle avec nos invités. Alors, pour en débattre avec nous, Madame Nawal Aïthamou, commandant de bord, Royal Air Maroc, docteur en droit, qui va partager avec nous son expérience, bien sûr, de pilote, mais aussi sa part de femme aux prises avec la condition féminine au quotidien. Nous avons également avec nous Adnan Debbar, essayiste politique, qui nous dira aussi ce qu'il pense du 8 mars, mais surtout des conséquences économiques du coronavirus. Jamal Hattabi, professeur de sciences politiques de la faculté de droit de Mohammedia, qu'on sollicitera sur les deux thèmes. Il nous dira comment vit-on femme à l'université, s'il le peut. Et Hassan Alaoui, lui, c'est déjà la parité. Il n'a pas attendu le 8 mars pour être cofondateur avec Saad Mekawi de Maroc Diplomatique. Bienvenue à tout le monde. Madame Aïthamou, alors vous êtes commandant de bord, vous êtes docteur en droit, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, 2 garçons à ma connaissance. Alors comment on fait pour faire tout ça en même temps ? Tout naturellement, on n'aurait pas posé ce genre de questions à un homme, normalement. Donc, et vlog voilà, pour moi, c'est ça. Non, du tout. Non, au fait, c'est une construction qui est venue un peu au hasard de mon cheminement depuis toute petite. J'ai eu la chance, quand j'étais au collège, vers 12-13 ans, d'avoir les 2 pionnières, donc Feu Oumeima Sayah Al-Hamra et commandant Bouchra Bernoussi, qui avaient été reçues à l'époque parce qu'elles étaient jeunes lauréates de l'École nationale des pilotes de ligne. Elles avaient été reçues par Sa Majesté Hassan II. Oui. Et après, s'en est suivi toute une médiatisation autour des 2 profils. Donc, ça a suscité pas mal de vocations, dont la mienne. Dans la vôtre. Voilà. Le docteur en droit, c'est parallèlement à un moment donné, pendant mes études à l'École nationale de pilote de ligne, on a eu un moment dû à certaines crises, la crise du Golfe. En l'occurrence, on a eu un moment où la formation a été un petit peu rallongée. J'en ai profité pour m'inscrire à la fac de droit de Rabat, l'Agdel. Et puis, c'était un peu pour m'occuper. Et puis, j'ai mordu et j'ai poursuivi jusqu'à l'obtention d'un doctorat en droit. Voilà. Et puis, les enfants, c'est aussi tout naturellement, comme l'aurait fait n'importe qui. Alors, est-ce que vous avez... Bon, déjà, pour faire commandant enfin, pilote, il faut un bac sciences maths, où il faut 2 années de prépa, il faut l'école, il faut se faire accepter à l'école de pilotage, c'est déjà beaucoup et pas mal. Comment vous est venue la vocation d'aller faire du droit et pourquoi ? C'est pour vous brader de diplôme, pour dire que je suis costaud ? Non, c'est pas tout à fait pour ça. Bon, alors, pilote, c'était une vocation. Depuis toute jeune, j'ai été bercée comme tout le monde de ma génération, les images... Enfin, c'était même pas pilote au début.
toute petite, c'était plutôt astronaute. C'était Neil Armstrong marchant sur la Lune. C'était les images en noir et blanc qui ont bercé l'enfance de tout le monde. Jules Verne du futur. Voilà. Après, grâce à la médiatisation autour de Bouchra et de Oumaima, c'est devenu plus concret. Donc, c'était devenu pilote à la Royal Air Maroc. C'est-à-dire que je n'ai jamais ressenti ça comme une femme qui fait quelque chose pour aller chercher à braver je sais pas, des carrières qui n'étaient pas ouvertes pour les hommes du tout. Je n'ai jamais même du tout pensé ça en termes genre. En tant genre, voilà, c'est quelque chose qui est venu naturellement. Il faut dire que moi j'ai un parcours qui est assez atypique. Moi j'ai été déjà au collège, au lycée Moulay Youssef, qui était à l'époque un lycée de garçons. C'était un lycée d'excellence. Mon père, Allah yarhamou, était proviseur. Il m'a mis dedans parce que voilà, c'était le meilleur lycée de Rabat. Et j'ai évolué naturellement au milieu de garçons. Après, quand je suis rentrée à l'école nationale de pilotage, on était 2 filles dans la promotion. L'école avait 4 ou 5 promotions en formation. Et on n'était que les 2 seules filles de l'école à ce moment-là. Et c'était tout naturel. Il n'y a jamais eu d'approche genre. Ce n'est pas un combat féministe, c'est le plus naturellement du monde. C'est le plus naturellement dans l'exercice de sa vocation et de ses rêves. Exactement. Parfait. Bon, je reviendrai avec vous pour qu'on parlera un peu de combien de pilotes il y a de l'arabe, de ce qu'il faut faire pour être pilote femme, des difficultés qu'on peut rencontrer. Mais avant Oumaima, Sayah et Bouchra Bernoussi, il y a eu quand même une légende pratiquement aujourd'hui. C'est une héroïne dont on parle, sur laquelle on écrit souvent, qui revient chez les auteurs, c'est Touria Chaoui. Touria Chaoui, c'est une jeune fille qui, à 16 ans, obtient son brevet de pilotage. Le Maroc est encore sous protectorat français. Il est pilote de club, bien sûr, il n'est pas pilote de ligne, et elle va s'illustrer. D'abord, c'est un sujet de fierté, je pense, pour tout Marocain, qu'une jeune fille de 16 ans puisse avoir son diplôme à cet âge. Elle était, je crois, la première en Afrique et dans le monde arabe, la plus jeune pilote du monde. Pilote, et c'est un sujet de fierté, parce qu'il y a des petites choses, des petites éclaircies au Maroc qui se distinguent dans le monde à travers ça. Ça me fait plaisir, puisque le commandant est là, de rappeler cette histoire, qui est une jolie histoire de notre grande histoire, et qui fait que, c'est une personne qui a obtenu son diplôme de pilote, évidemment, de pilote, pas de ligne, mais d'un petit appareil Cessna. Mais ça ne l'a pas empêché de participer, de frapper l'imaginaire. Il faut rappeler qu'on est dans le Maroc de 1954. Seules les filles de fin roi Mohamed V, qui avaient enlevé leur voile et qui s'étaient présentées tête sans couvert aux Marocains. À l'époque, toutes les femmes étaient encore jilaba, ngab, dans la pure tradition marocaine. Ce qui fait que Touria, précisément Chaoui, est dans ce contexte anachronique. On avance sur 100 ans de combien de temps? C'était 35 ans. À peu près. 35 ans. Ce sont des faits comme ça qui frappent l'imaginaire collectif de tout un pays. Touria Chaoui, comme vous le dites si bien, a contribué grandement à ouvrir à la femme marocaine d'autres horizons, d'autres possibilités d'évoluer. C'est des choses qui n'ont pas de prix, en fait, dans la mesure où un petit fait qui, somme toute, était petit, parce que ce n'est pas la première, relativisant, mais pour les Marocains, c'était une manière de dire il y a d'autres possibilités, et pour la femme, il y a peut-être une avancée substantielle dans l'imaginaire collectif. Elle a d'autant plus contribué à évoluer dans cet imaginaire et à être beaucoup plus en avance. Qu'elle est pratiquement morte martyre. Il y a cet aspect triste, mais il y a un autre aspect, c'est-à-dire qu'elle a survolé le convoi de Sa Majesté Feu Mohamed V, et elle a aussi permis de lancer des flyers, et c'était un geste
historique et très, très sympathique et très symbolique pour nous les Marocains. Il a été par la suite reçu par le roi Mohamed V. Il a été décorée aussi. Décorée, Et puis surtout, elle a marqué l'imaginaire de tout un peuple. Tout à fait. Moi, justement, petite, ma grand-mère, c'était l'histoire, quand elle a appris que j'allais faire pilote, c'était l'histoire qu'elle m'a racontée. Elle m'a celle dit, de Touré-Chaoui. ah, comme Tourié Chaoui. Ah, Et elle m'a raconté l'histoire, comme quoi elle avait justement survolé le cortège et elle avait lancé les flyers. Alors, C'est aujourd'hui, magnifique. donc, on va dire que Touré Chaoui, plus tard, Oumé Masser, ont suscité des vocations pour cette femme qui prenne les commandes d'un avion, et qui est pour moi une allégorie, ou sémantiquement pour dire, pardon, prendre les commandes de leur destin. Combien y a-t-il aujourd'hui de pilotes femmes à Royal Air Maroc? Alors, nous sommes une douzaine de commandants de bord et puis il y a à peu près 25 officiers pilotes, soit en formation, soit déjà lâchés en ligne. Ça paraît peu, mais en termes de pourcentage, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on est à 7 à 8% de l'effectif de pilotes qui est féminin. Et c'est un pourcentage qui est comparable aux grandes majors européennes comme Air France ou Lufthansa et ainsi de suite. Le Maroc est pionnier en la matière. Et Royal Air Maroc, elle a toujours été à l'avant-garde par rapport à ça. Et c'est un objet de fierté chez nous. Ah, alors, c'est parfait. Alors, on va revenir un peu maintenant pour parler un peu genre. Parce que, bon, c'est très bien Royal Air Maroc, il y a des pilotes. J'imagine que vous êtes à salaire égal avec les hommes. Absolument. Vous êtes à salaire égal, ce n'est pas toujours le cas. Et si je dois donner des chiffres, nous avons aujourd'hui que le chômage touche plus les femmes que les hommes. Elles sont alors respectivement 21,8 en milieu urbain, contre 10,3 pour les hommes. Le 8 mars, Jamal Hattabi, ce n'est finalement qu'un rituel, un moment de dire et de brandir ses professions de foi pour l'égalité, pour la liberté. Ce n'est pas le cas de tout le monde d'ailleurs. Il y a bien des forces qui ont défilé un certain jour contre le plan d'intégration de la femme. Qu'évoque pour vous et comment vous vivez le 8 mars et notamment, et comment vit la jeune fille aujourd'hui au sein de l'université marocaine? Non, je crois que c'est un... Remarquez, j'aurais dû, mais ça a été très difficile, il faut que je le dise, d'avoir beaucoup de femmes ici. On a peiné parce que je ne sais pas, c'est un problème. J'aurais aimé avoir une femme là pour me parler justement. Il y en a. Il fallait l'amener, il fallait me le dire. Surtout à l'université, il y en a. Donc, Ouais. c'est une société qui avance. Et cette société qui avance a des fois des problèmes de se familiariser avec certaines choses, mais quand on est à côté de madame, un symbole de l'excellence, ça donne envie aux petites filles, ça donne envie à ceux qui vont venir. Il y a une prise de conscience, je crois, marocaine depuis quelque temps. Le Maroc est dans une bonne dynamique de parité, hein. Il a signé énormément d'accords internationaux. Il s'est débarrassé de beaucoup de choses qui plombaient un tout petit peu la situation de la femme. Malheureusement, économiquement parlant et socialement parlant, on est encore un peu en dessous de ce qu'il faut. La société, comme je l'ai dit tout à l'heure, avance, mais elle avance à son niveau. À l'université, et là je prêche pour ma petite chapelle comme d'habitude, nous, on est un tout petit peu privilégiés par rapport à ça. Donc nous avons, tout dépend, on se situe bien entendu, hein, au niveau du leadership, au niveau de la gouvernance, nous sommes très très en retard. Nous avons 12 universités, nous n'avons que 2 femmes présidentes, et au forceps, hein, ça n'a pas été fait facilement. Au niveau des établissements universitaires aussi, il y a peu de femmes, mais au niveau de l'administration, au niveau du corps professoral, on est pratiquement à une parité de fait. Au niveau des étudiants, là, on a plus de femmes que d'hommes dans les amphis. Et paradoxalement, et ce qui est répandu dans la société, les étudiantes sont meilleures. Elles ont de bons résultats, elles sont plus assidues et elles sont plus sérieuses que les garçons. Cela est un présage de l'avenir. Donc, est-ce que la société sera prête pour absorber toute cette intelligence féminine? Alors, justement, la société, est-ce qu'elle sera prête, Hassan Alaoui? Depuis la réforme de la Mouzdouana, bon, ça a été
un saut qualitatif dans la situation, d'abord dans les relations intersociales au niveau des Marocains hommes-femmes, également pour le statut de la femme au sein de la société. Mais depuis, on piétine, on n'arrive pas à évoluer, il y a des demandes, des exigences, on parle de parité, on parle d'égalité dans l'héritage, on parle d'égalité des salaires, on en est où et où est-ce qu'on va? Alors moi, je voudrais apporter d'emblée une petite précision. C'est que la journée de la femme, donc le 8 mars, qu'on célèbre donc comme la journée de la femme, en fait c'est faux parce que le titre a été détourné. Il s'agit en l'occurrence de la journée des droits de la femme et pas la journée de la femme. Ce n'est pas pour apporter donc ce jour-là précisément à la femme du chocolat, des fleurs, ou lui envoyer des messages et tout ça. Ça c'est vraiment, j'allais dire un kidnapping, si vous voulez, du titre et de la fonction. Donc il faut préciser ça, que c'est la journée des droits de la femme. La journée des droits de la femme, elle est internationale, elle s'inscrit en particulier au Maroc dans le cadre de grandes réformes que Sa Majesté Mohamed VI a initiées à partir de, comme vous disiez tout à l'heure, de 2004, n'est-ce pas, la grande commission présidée par Sebousta, et qui a donné un texte législatif magnifique, je veux dire un socle, mais je reviens toujours à ce que tu disais, ça n'a pas été respecté, je veux dire, ça n'est pas. La preuve, c'est que les femmes sont victimes des violences et ce problème majeur n'a pas encore été résolu jusqu'à preuve du contraire. Deuxième chose, quand on regarde un peu le paysage sociétal et social et le milieu de l'entreprise, on n'a pas encore, très très rare, vu une présidente d'un groupe qui ne soit pas familial dirigé par une femme. Et les grands cadres, les dirigeants et tout ça... Hein? Mariam Bessar, c'est une affaire familiale, je disais. Hormis, pardon, j'ai mal au niveau du Parlement, c'est quand même un carré réduit, malgré tous les efforts, n'est-ce pas? Il faut la liste nationale. Voilà. Ensuite, au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui la parité, c'est faux. Il n'y a que des proclamations vertueuses, mais la réalité, elle est plutôt triste. Bien sûr, il y a des émergences comme ça, particulières et individuelles et tout, ça nous réjouit, mais ce n'est pas fini. Il faut vraiment encore codifier, il faut légiférer pour arriver vraiment à quelque chose du vrai 50-50. Ce n'est pas possible, ce n'est pas d'aujourd'hui. Donc, moi, j'ai mis ces réserves express parce que ce n'est pas vrai, le débat sur la femme, il ne fait que commencer peut-être. Il y a un événement que je souhaiterais souligner dans cette journée et qui, pour moi, historiquement, constitue une grande évolution dans la société marocaine. C'est ce qu'on appelle la transition démographique. Je suis issu d'une famille de 8 à 9 personnes. La femme, aujourd'hui, fait 2 à 3 personnes en moyenne et cette femme, aujourd'hui, au Maroc, elle a en moyenne un taux de natalité de 2,2. En moyenne, hein, oui. Nous sommes là. Cette transition démographique a demandé à la France 150 ans. Nous, elle nous a demandé 30 ans. Je crois que c'est l'évolution centrale pour la femme dans la société marocaine ces 30 dernières années. À partir de cette transition démographique, moins d'enfants, plus disponibilité. Plus disponibilité, et la fois de temps budgétaire, etc. Vous pouvez lire la suite. Et il y a, à partir de cette transition démographique, tout un mouvement qui est venu par la suite, c'est la Moudawana, la parité politique qui est en train de se construire. On ne construit pas une parité politique en un temps très court. Nous sommes des gens, ce n'est pas, disons, l'optimiste de service que je suis, mais disons que historiquement, beaucoup de pays ont mis plus de temps pour gagner des droits. N'oublions pas qu'en France, le droit de vote pour la femme a été établi en 1946. Donc, ce sont des choses qu'il faut relativiser. Nous avons la chance d'avoir cette transition démographique, d'avoir un certain nombre de droits grâce aussi au fait que le roi, quelquefois, a pu, d'une manière généreuse, aller de l'avant et accorder à la femme, comme dit Sila Alaoui, accorder à la femme des droits que peut-être la société n'était pas en mesure de... Voilà, justement. Alors, on a l'impression, et vous me dites, c'est peut-être une impression fausse, je reviens vers Mme Maït Hammo, qu'il y a une régression au niveau de la société. Autant dans les... J'ai dit l'impression, autant dans les années 60, 70, on avait l'impression, au moins
au plan vestimentaire, parce que ce sont les images, Oui. peut-être les clichés qui véhiculent, qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un retour vers le passé. Je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'au contraire, hein, ça, c'est un cliché. C'est un cliché, donc voilà. c'est un prisme. Moi, je trouve que la société, elle a beaucoup évolué. Elle a beaucoup évolué, et ça, ce n'est pas que grâce au texte ou grâce au droit, pas du tout, c'est grâce à l'école. Et que si elle continuera à évoluer positivement, ça sera aussi grâce à l'école. Donc, l'école, la scolarisation massive des petites filles a permis à ces petites filles maintenant de devenir les femmes de maintenant, de cette génération qui est actuelle, qui sont massivement lettrées, contrairement à leur mère auparavant. Et la société... moi, je trouve que la société, au contraire, elle est plus avancée que les textes eux-mêmes, qui sont, pour beaucoup, empreints de conservatisme. Donc non, ce n'est pas que l'aspect vestimentaire qui est important, c'est la réalité des choses. Même dans la réalité des choses, c'est que les femmes, elles travaillent. Quand il y a eu le débat autour du plan de l'intégration de la femme dans le développement, il y a eu deux manifestations. Il y a eu celle des modernistes à Rabat, et en même temps, simultanément, celle des mouvements islamistes et conservateurs à Casablanca. Et on a vu vraiment des transversales entre les forces politiques qui avaient autant, par exemple, je prendrais l'UCP, le CERCLA, le PPS, on en avait à Rabat et à Casa, et que la manifestation de Casa, la résistance au plan de développement a été plus forte que celle de l'avancée démocratique. Et à tel point, précisément, que le roi a dû intervenir et prendre en charge, parce que Abdelrahman Youssefi est allé lui remettre le dossier du plan d'intégration, et que, in fine, il avait chargé Mohamed Bousta pour présider cette commission. Jamal Moi, je crois que c'était un tournant. Ce plan était un tournant. Il y a eu un avant et un après. D'ailleurs, le résultat, 5 ans après, le Moudouana. Et puis, on s'est débarrassé de beaucoup de restrictions au niveau légal par rapport à la situation des femmes. Aujourd'hui, s'il y a un certain conservatisme, il est plutôt social. Donc, c'est la société marocaine qui n'évolue pas aussi vite que la législation. Nous sommes très en avance sur beaucoup de choses, au niveau légal, au niveau institutionnel. Malheureusement, les choses ne sont pas là. Je vous donne juste un petit exemple. Au niveau politique, par exemple. Au niveau politique, pourquoi il n'y a pas de retour de femmes en dehors des listes ? Pourquoi il n'y a pas de retour de femmes ? Ça, c'est une grande question. Pourquoi on aura l'occasion, Hajem Al-Hattabi, d'en parler probablement dans une autre émission. J'aimerais juste une dernière question pour laisser la parole, la dernière, à la femme pour ce chapitre. Alors, Nawal Eytamo, c'est l'exception qui confirme la règle ? Non. J'espère que ça deviendra la règle. Et encore une fois, grâce à l'école. J'espère que ça va. Le plafond, voilà. Il y a des pionnières. Il y a pour moi, il y a un progrès qui est là. Il y a un plafond de verre qui continue à être là, qui fait que les gens. La gente féminine ne va pas aux commandes. Il va falloir le briser et que ça devienne la règle. Il faut l'espérer. Merci, Madame Eytamo, d'être venue avec nous. On va vous laisser reprendre votre ligne. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris sur votre temps pour contribuer à cette émission qu'on a voulu plus sur les modèles que sur les récriminations. À tout de suite pour le coronavirus. C'est moi heureux, c'est moi gai. Rebonsoir dans ce débrief du vendredi 13 mars. Cette fois-ci, je ne ferai pas l'erreur. Toujours avec nous, Jamal Hattabi, professeur de sciences politiques à la faculté de droit de Mohammedia. Adnan Dabbar, toujours essayiste politique. Hassan Alaoui, toujours cofondateur de Maroc Diplomatique avec Souad Mekkaoui. Donc, on va passer pour parler quelque chose de moins gai, moins joyeux que la question de la femme, les droits de la femme, les problèmes qu'on rencontre la femme, c'est les problèmes aujourd'hui que rencontre l'humanité face à un petit être microscopique qui s'appelle le coronavirus et dans la maladie a été baptisée Covid-19. Aujourd'hui, on assiste à quelque chose, à une bonne nouvelle, c'est le rétablissement de la Chine qui est sur la voie de la guérison. Et donc, les zones confinées sont en train de s'ouvrir.
En revanche, plus près de chez nous, en Italie, en France, et peut-être un peu moins en Espagne, les choses se compliquent. Où en sommes-nous aujourd'hui, Hassan? Eh ben, écoutez, tu disais tout à l'heure que c'est une nouvelle triste, évidemment. On continue à subir les effets. Chaque jour nous apporte son lot de mauvaises nouvelles, de décès, de prise en charge de malades. Et donc, la contradiction, c'est que, en effet, le foyer, je veux dire, qui a suscité toute cette pandémie, donc c'est la Chine, est en train de retourner donc à la normale. Alors, il y a aujourd'hui évidemment l'inquiétude au niveau de l'Italie, au niveau de l'Espagne. Un pays du G7? Oui. Au niveau de la France. Pardonnez-moi, Hassan Anaoui, ce que je voudrais rappeler, c'est qu'au début, on nous disait, on craignait pour les pays aux infrastructures sanitaires fragiles, c'est-à-dire l'Afrique, certains pays d'Asie, de l'Amérique du Sud. Or, voilà que des pays comme l'Italie se trouvent complètement débordés. Mais c'est un peu, je dirais, la revanche, je veux dire, la contrepartie de la prospérité peut-être. À la France, à l'Italie, à l'Espagne, il faut rajouter aussi un foyer maintenant qui va être annoncé très bientôt en Hollande, aux Pays-Bas, c'est-à-dire dans la province de Breda, parce qu'il y a eu dernièrement un grand festival populaire et il y avait beaucoup de gens et on commence à parler de ce foyer. Donc c'est toute l'Europe, n'est-ce pas, le partenaire le plus privilégié, le plus grand partenaire pour le Maroc qui est touché. Qu'est-ce qu'on va dire? Jusqu'à hier, Trump ne croyait pas à ce virus. Il a été obligé de rabaisser son caquet, pardonnez-moi l'expression, pour arrêter les départs pour l'Europe. Oui, mais d'accord, mais est-ce que vraiment on ne dramatise pas? Est-ce qu'on n'est pas en train de semer? Parce que l'ennemi, le principal ennemi de l'homme face à ce virus, c'est sa panique. C'est la rumeur. Mais c'est ce que j'allais dire. Et puis, non, c'est la peur, c'est la panique. On a le péril du microbe, je vais dire du virus, mais on a aujourd'hui de plus en plus l'autre péril de l'angoisse et de la, j'allais dire, de toute cette inquiétude globale qui est en train d'envahir de psychose, n'est-ce pas, paranoïa même, je dirais. Jamal Hattabi, voilà, il y a des mesures hygiéniques qu'il faut prendre. Il y a des campagnes qui sont faites, il faut se laver les mains, il faut se mettre à 2 mètres, 3 mètres, il faut éternuer dans son coude, tout ça. Là, bon, ça vaut ce que ça vaut, ça peut éviter effectivement, mais au niveau du Maroc, il y a différents comportements. Bon, il y a de véritables hypochondriaques qui sont là, ils vous disent non, ne vous approchez pas. Et puis, il y a, du moins dans mon entourage, il y a cette majorité de Marocains qui continuent à se comporter comme si de rien n'était. Comment vous expliquez? On l'explique par le fait de ne pas prendre au sérieux les mais pourquoi ils prennent pas au sérieux les dangers. On préfère peut-être en rire que d'en pleurer. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, la peur est là, elle est là. Mais nous avons des habitudes que nous n'avons pas pu abandonner. Il y a des gestes sains qui sont proclamés par les instances internationales, notamment l'OMS, où il faut prévenir, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. La spécificité de ce virus, c'est qu'il est extrêmement contagieux. Il est extrêmement contagieux. Il faut le dire, a été déclaré avant-hier. Nous sommes dans une pandémie aujourd'hui. Plus dans une épidémie, c'est-à-dire une épidémie à l'échelle mondiale. Quand on voit les hautes autorités de ce pays prendre des mesures, et on l'a vu évidemment. Donc il faut l'audience qu'il a accordée aux membres du Conseil constitutionnel. Il faut arrêter au Maroc, il faut des campagnes d'explication. Je crois que les choses avancent au Maroc. Donc nous avons déjà une gestion médiatique qui est très acceptable, pour ne pas dire très bonne. Nous avons des communiqués réguliers sur l'état des lieux, que ce soit au niveau des infections, que ce soit au niveau des décès. Et nous avons aussi une campagne de sensibilisation. Nous avons même une campagne de sensibilisation au niveau supérieur. Je ne sais pas si vous avez regardé, il y a 2 jours, quand Sa Majesté a reçu les membres de la Cour constitutionnelle, il y a eu un geste au niveau du sommet.
Et je crois en fait que ce geste doit être suivi aussi sur l'ensemble de la à tous les société, niveaux. sans pour autant, il faut le dire, Nous céder à la avons panique. aujourd'hui des communiqués de partout, que ce soit au niveau des institutions. L'université, le ministère de l'Éducation nationale a sorti au niveau des universités notamment un communiqué il y a 2 jours où justement il demande aux chefs d'établissement et aux présidents des universités de faire le nécessaire pour prévenir, parce qu'on sait très bien en fait que le degré de contagion de ce virus est extrêmement fort et il faut éviter tous les confinements où il y a beaucoup de monde, l'université, l'école. Nous avons vu aussi que... Vous saurez qu'on arrête l'école aujourd'hui? Non, pas du tout, non, pas du tout. Il y a des gestes simples, c'est de s'abstenir de certaines traditions que nous avons, la bise, le serrage de main, etc. Et je crois que certains établissements ont déjà commencé à le faire. En même temps, vous me dites qu'il y a un fort taux de contagion et de contamination pour ce virus, mais en même temps, ce n'est pas le plus létal, ce n'est pas le plus assassin par rapport à ce virus. J'ai en tête l'Ebola, mais même parfois, pour certains cas, pour la grippe saisonnière. Aujourd'hui, avec les modélisations qui ont été faites sur la Chine et sur les foyers les plus importants, 85 à 90% traversent la maladie sans dégâts, sans problème. Donc, il reste un pourcentage, et c'est pour ça qu'il faudrait en même temps se prémunir, se préserver, mais sans pour autant en faire aujourd'hui à Nadbar l'ogre que certains en font. Ça a été souligné par Céline Alaoui. Il y a l'aspect peur et il y a l'aspect réel des choses. L'aspect peur, c'est-à-dire qu'il y a une surréaction par rapport à ce phénomène d'une épidémie du XXIe siècle, c'est-à-dire que nous sommes dérangés par quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Puis il y a les peurs ancestrales. Mais c'est une peur ancestrale, bien sûr, mais il y a aussi les chiffres, et ils disent qu'en termes, sans faire dans le morbide, en termes de mortalité, elle n'est pas la plus dangereuse, c'est-à-dire elle n'atteint même pas les 2%, et sur certaines tranches d'âge. Cette peur, alliée à une situation, disons, beaucoup plus ample, du fait que ça a pris une dimension de pandémie, comme vous l'avez souligné, fait que il y a maintenant une autre dimension, je crois qu'on va y venir, c'est la dimension économique de ce coronavirus, de cette manifestation. Alors justement, je reste avec vous, Adnan Bar, sur ce volet. Voilà, aujourd'hui, on nous dit que l'économie mondiale est en baisse. On a vu que l'Italie, à elle seule, se dit prête à mobiliser 25 milliards d'euros pour faire face au coronavirus et à ses incidences aussi bien sanitaires qu'économiques. L'Europe décide de mobiliser 25 milliards d'euros. Au Maroc, on a mis un comité de veille économique pour suivre. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? La caractéristique de cette épidémie, c'est qu'elle met pratiquement une économie à l'arrêt. Parce que la peur, le fait d'essayer de confiner une certaine population, et il le faut, parce qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère. Maintenant, l'expérience de divers pays montre que plus on attaque ce phénomène rapidement, plus on en sort rapidement, parce que c'est un phénomène qui trace une courbe en cloche, c'est-à-dire elle qui commence, il y a une croissance, il y a un plateau, et puis une descente. Quand vous entamez la descente, c'est la sortie de crise. Ce phénomène, qui est très important, et que les pays prennent que si on prend des mesures draconiennes. Rapidement, pour contourner et pour en sortir, parce que on sait qu'on peut s'en sortir. Mais si vous étalez cette crise dans le temps, vous allez payer le prix cher. Pourquoi le prix cher? Parce qu'il y a un arrêt de l'économie des différents secteurs, et il y a, surtout pour des économies ouvertes comme la nôtre, et ici il faut le dire, qui vivent aussi d'un flux de personnes qui rentrent et qui sortent du pays. Je parle essentiellement du tourisme, des services, de l'aérien, puisque Madame Pilote était avec nous, souffrent énormément de ce genre de choses, parce qu'il y a un arrêt de l'économie, il y a cette méfiance, il y a ce manque maintenant. Le président Trump
a décrété que les Européens ne pouvaient plus rentrer aux États-Unis. Vous figurez qu'au Sauf- XXIe siècle... Sauf le Royaume-Uni. Sauf le Royaume-Uni, mais de toute façon, ce qui est très important pour nous, c'est d'essayer de contourner, d'essayer de confiner et de faire en sorte que cette crise prenne le maximum. Quels sont les secteurs une période touchés? très Oui, courte. quels sont les secteurs touchés? Ici, Oui. partout, je veux dire d'abord, je rappelle que la Chine, donc, qui passait par là, elle avait prévu cette année un taux de croissance de 6,2%. Aujourd'hui, elle a révisé, elle en est à 2,3% et c'est déjà optimiste, quand ce n'est pas le contraire. Les spécialistes, les experts au Maroc, et d'ailleurs, comment dirais-je, le haut plan, le commissariat au plan, a annoncé qu'il y aurait une récession automatiquement. Donc, les chiffres qui sont revus gravement à la baisse, d'accord. Il faut ajouter à la sécheresse. Alors, il y a le tourisme, il y a le plan agricole que c'est Arnouch, maintenant il a annoncé des mesures pour venir en soutien à l'agriculture. Il y a évidemment le secteur commerce qui souffre aussi. Il y a l'aérien qui est pratiquement bloqué au Maroc. Et je dirais bientôt on va arriver quand même à quelque chose parce qu'il faut anticiper. Il faut qu'on arrive tout de suite, nous aussi, qu'on mette en place des plans, c'est-à-dire des étapes, le plan 1, le plan 2, le plan 3 critique et tout. Les stades. Les stades. Et donc, on n'en est pas encore là, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Dans le même siège que ce que disait Si Hassan, c'est un effet de ricochet. Par ricochet, l'économie marocaine, elle est touchée aujourd'hui, mais elle va l'être encore plus. Donc nous avons déjà des échos sur des problèmes dans le nord, que ce soit à Renault ou ailleurs. Les institutions hôtelières aujourd'hui crient au secours parce que il y a un taux de remplissage extrêmement bas, il y a un taux d'annulation qui est extrêmement fort. Et comme nous avons une économie qui est basée sur le tourisme et sur les services, malheureusement, l'impact sera très très fort. Ce qui est bien, c'est que nous avons pris conscience de cela et il y a aujourd'hui une commission de suivi qui va travailler sur de veille économique, qui va travailler sur un plan de relance parce qu'à un moment donné, l'économie va être à l'arrêt. On n'en est pas encore. J'ai pas l'impression que c'est pas sur un plan de relance, mais c'est d'abord sur un diagnostic. Voilà. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises et annoncées? Voilà, parce qu'on le voit déjà, nous sommes en train de faire le constat des dégâts qui ont été produits, que ce soit au niveau des... Non, c'est ce que le tourisme chinois, c'est déjà beaucoup. Ça va venir. Le problème, c'est que tout ceci va être aggravé par un autre facteur qui est un facteur structurel chez nous, c'est la sécheresse. Et il faut absolument que le gouvernement réagisse. Je voudrais souligner un point qui me semble important. J'espère que notre pays va dépasser cette crise de manière rapide, professionnelle, parce que c'est un test grandeur nature au niveau mondial. Donc on sera jugé sur la gestion. Sur nos performances de comment on a géré une crise. Donc dans le futur. Il y a un avant Covid-19 et un après Covid-19. C'est un test qui n'est pas uniquement pour le Maroc, mais dans tous les pour pays. Les pays qui ont la capacité de donner l'image qu'ils ont su gérer cette crise, la dépasser, auront des pays performants. Ceux qui sont disant que ne pourront pas, j'espère pas pour eux, mais ne pourront pas gérer de manière, disons, positive la crise, seront pénalisés. C'est pour cela, si vous permettez, c'est pour cela que l'enjeu est important au niveau non pas uniquement tourisme, mais au niveau des investissements. Parce que nous parlons de relocalisation de la Chine, d'un certain nombre de secteurs de pays proches de l'Europe ou de l'Europe. Alors, est-ce que c'est vraiment la fin de la mondialisation ? La Chine, bien évidemment, demeure et demeurera un centre important de production parce qu'elle a tout le marché de l'Asie. Mais il y a d'autres marchés qui sont plus proches de nous et qui sont demandeurs de proximité en termes d'approvisionnement
de pièces détachées, comme vous le dites, mais il n'y a pas que les pièces détachées. Nous pouvons nous positionner aussi dans les métiers mondiaux sur lesquels nous avons commencé, l'aéronautique et aussi le textile. Le textile va jouer un rôle important en termes de relocalisation dans les prochaines années, mais il y a d'autres secteurs dont nous pouvons donner des attractivités, c'est-à-dire tout ce qui est informatique, électronique, électroménager. Le Maroc a un rôle important à jouer à condition qu'il puisse traverser en des eaux sereines cette crise. Et ici, il n'y a pas que le système de santé qui est interpellé, il y a le sens civique des citoyens, il y a la participation et l'adhésion de l'ensemble des acteurs à une lutte collective. Et c'est ça la recette du succès de tous les pays qui ont... Est-ce que vous avez l'impression que ce qui est fait jusqu'à maintenant manque de quelque chose? Oui, Hassan Alaoui. Moi, je lance un vibrant appel à ce qu'on dépasse cette phase simplement de, pardonnez-moi, de petite communication, moyen de communication, à une apparition quotidienne du ministère de la Santé ou de son représentant avec un communiqué que tout va bien, que nous sommes en train de faire. Non, ça ne serait pas, est-ce que ça ne serait pas paniquant? Non, ce serait paniquant. Tout le monde on en est là aujourd'hui. L'intervention du ministre de l'Économie et des Finances français lundi dernier pour présenter un plan structuré, n'est-ce pas, sur les étapes à devoir franchir et dépasser, et la mise en œuvre d'une politique, mais alors vraiment de prise en charge avec je veux dire, des étapes très, très, très précises. Nous ne l'avons pas jusqu'ici. On est là, on a lancé un comité, mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas de mesure, on n'a rien annoncé de ce comité, qui est évidemment l'émanation du ministère de l'Économie et des Finances. Louable, bien sûr. Non, parce que nous n'avons pas la même capacité de résilience que la France ou que l'Union européenne ou que la Chine. On peut avoir les mêmes risques de maladie aussi, de contact. Oui. C'est ça le problème. Il faut donc c'est-à-dire, je suis là en train de dire, parce que je pars de ce que venait de dire Adnan Debbar sur le crash test, justement, que un pays sera jugé sur la façon dont il aura géré sa crise, un avant et un après Covid-19. Alors, dans les mesures, moi je parle au niveau des mesures sanitaires, là. D'abord les mesures d'hygiène que tout citoyen doit prendre, la disponibilité des masques, la disponibilité des lits, la disponibilité des centres. On nous a annoncé qu'on dispose de 672 lits. C'est-à-dire, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans, d'abord, la communication sur la prévention, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que les mesures qui ont été prises, est-ce qu'il ne faut pas? Aujourd'hui, on sait que les activités à caractère religieux, c'est-à-dire les moussem, etc., ont déjà été interdites. Un nombre d'activités culturelles, peut-être que demain, c'est la prière de vendredi, ou aujourd'hui même, peut-être aussi c'est les écoles, et ainsi de suite. Est-ce que, la question, est-ce que vous pensez que jusqu'à ce jour, Jamal Hattabi, on est dans la bonne démarche? Je reviens de le voir même. Non, je crois qu'en fait que l'État agit à deux niveaux. Il agit d'abord au niveau de la prévention. La prévention, donc, c'est le contrôle des frontières pour empêcher le virus de rentrer. Et au niveau aussi de la sensibilisation. Est-ce qu'on prend la température systématiquement? Il y a certains aéroports où les gens sont passés la semaine dernière librement, sans être inquiétés. Mais il y a ça, un je effort. l'ai vu. Parce que oui, mais parce qu'il n'y avait pas encore l'état actuel. Il y a un effort à ce niveau-là. Oui. Et en parallèle, on est en train de travailler sur un plan de gestion de crise. Donc, dans le cas où on n'en est pas encore là. Donc le taux d'infection aujourd'hui très très limité. Nous sommes à 6. Mais vous savez, dès qu'on commence à 10, ça devient exponentiel. Ça va s'amplifier. Mais on ne peut pas anticiper. Il est vrai qu'on ne peut pas anticiper le degré d'infectiosité. On ne sait pas comment ça va se faire. Par contre, on sait très bien que au niveau prévention, on a interdit pas mal de manifestations, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau religieux. Aujourd'hui, on n'est même pas allé chercher
très loin. Ceci, moi je m'en félicite, donc ce sont de très bonnes mesures. Reste à savoir, est-ce que nous avons les moyens pour affronter le problème quand ça se généralisera? Ça, on le verra au moment venu. Nous n'avons pas les informations pour dire est-ce qu'il faut une accélération ou pas. Mais notre rôle, c'est de dire faites attention, c'est un test. Il y a le système de santé, le sens civique des citoyens. Tout le monde doit se mobiliser pour combattre ce fléau et cela aura des répercussions sur l'économie. Et il y a le front économique sur lequel le comité de veille doit être très, très performant pour ne pas laisser sombrer des secteurs. Donc le tourisme sera aussi aux avant-postes, l'aérien, un certain nombre de choses. Le tourisme, il faudra du temps parce qu'il ne dépend pas que de notre capacité de résilience. Mais il dépend de la manière dont nous avons traité ce fléau. J'ai appris qu'un grand hôtel à Marrakech aurait été, j'allais dire, capitonné, donc mais confiné. Je ne sais pas si c'est vrai. Non, on ne peut pas dire cette information parce qu'il n'y a aucune information. Moi, aujourd'hui, je fais confiance à la communication officielle. Oui, c'est-à-dire qu'on a vu, chaque fois qu'il y a un cas, il ne faut pas quand même tomber dans la paranoïa ou tomber dans le colportage des rumeurs. Je crois que s'il y a une décision d'un confinement, d'abord, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher. C'est public, les hôtels sont sur la place publique et qu'il y aurait eu un communiqué. Ce que je dis, c'est que nous espérons, et c'est très important, que tout le monde, ce n'est pas une question uniquement des médecins ou du système de santé, c'est, j'insiste, l'ensemble de la population qui doit faire preuve de civisme, l'ensemble de la population qui doit être vigilante, et nous sommes ici pour attirer l'attention que c'est une forme d'adhésion collective que nous demandons à l'ensemble des Marocains pour qu'ils puissent aller dans le sens d'un combat où tout le monde est impliqué pour gagner ce fléau. Il y va de notre avenir. Moi, je vous le dis franchement, aujourd'hui, il y a des mesures d'hygiène à prendre et j'ai l'impression, et peut-être mon jugement est un peu biaisé parce que je juge sur un panel ou sur un échantillon qui est mon entourage immédiat, là où j'évolue tous les jours, et je constate, il y a des gens qui prennent des mesures de précaution, mais il y a des gens qui vont se jeter sur vous pour vous saluer. Et parfois, vous avez des difficultés à leur dire pardon. Ils se fâchent. Ils se fâchent. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait peut-être pas, encore une fois, je dis, parce que la pire des choses qui puissent arriver en pareille situation, c'est les mouvements de panique, sans vraiment paniquer les gens et dire, voilà, il faut maintenant être sérieux. Vous avez vu, le souverain, il a pris ses précautions, alors prenez, ne serait-ce un geste très fort sur lequel il va falloir travailler et médiatiser. Je crois que c'est le point des symboles. Et le geste de Sa Majesté est un symbole pour tous les Marocains. Et il faudra aussi, donc, nous avons déjà une communication qui est très bonne, pratiquement un comptage régulier, un état des lieux régulier de la situation. Ce qu'il faudra maintenant, c'est qu'il faut, par des campagnes de sensibilisation au niveau des télévisions, accentuer le fait sur les gestes quotidiens pour prévenir, parce que prévenir vaut mieux que guérir. Merci beaucoup. Prévenir, on peut le faire, guérir, je ne sais pas. Merci beaucoup, Jabbar Tamib. Merci beaucoup, Adnan Dabbar. Merci beaucoup, Hassan Alaoui. Voilà, Sidi, on l'a dit, il y a un avant Covid-19 et épidémie de coronavirus pour tout le monde, pour le Maroc et pour les autres pays. Et il y a un après, qu'il va savoir que tous les Marocains doivent en prendre toute la mesure. Nous serons tous jugés sur notre façon de réagir et de gérer cette crise de laquelle on espère sortir le plus tôt possible. À la semaine prochaine, Inch'Allah.